Eh bien, après le petit Paris, nous allons entendre parler de Djibril Sangaré, qui nous vient de Bamako-la-Coquette, tel qu'on l'appelait. Présenté naturellement par notre collègue Balik. Le professeur Djibril Sangaré est chef de service d'hôpital de chirurgie, enfin l'hôpital du point G. Il a pris la succession du professeur Soumaré et il a passé 2 ans à Saint-Étienne en 90 et il a été séduit par l'apparition de la célioscopie et s'est posé la question de son développement dans ces pays. Monsieur Sangaré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré d'avoir à présenter pour la première fois la cholécystectomie laparoscopique que mon équipe a pu introduire au Mali depuis 2001. Mon propos de cet après-midi est donc de faire l'évaluation de la cholécystectomie laparoscopique au Mali à propos de 340 cas. Juste là. Okay. La cholécystectomie laparoscopique, comme chacun le sait, est le gold standard dans les pays développés. Mais qu'en est-il dans un pays en développement comme le Mali, avec un faible budget de santé, il n'y a pas d'assurance maladie, le personnel médical est généralement peu qualifié et nous avons d'énormes contraintes à la pratique de la chirurgie. Comme vous pouvez le voir, nous avons une photo au centre de nos équipements que nous utilisons pour la celluliochirurgie. Le manche vert qu'on voit, c'est simplement notre housse de caméra. Ça fonctionne là, comment ? Voilà, là, c'est la housse que nous utilisons pour la caméra. Comme vous dire qu'il faut beaucoup d'ingéniosité pour vouloir faire la celluliochirurgie comme nous avons voulu le faire en 2001 au Mali. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés donc à la celluliochirurgie? Oh, je suis perdu. Je ne maîtrise pas bien votre appareil. Je ne vais pas faire autrement. Non, je suis parti à la Japo 4 directement là. Ah d'accord. Voilà. Ça c'est bon. Oui. Vous pouvez avancer. Voilà, avancer. En fait. Voilà, donc là je vais aller comme ça. Voilà, restez à côté de moi, je pense que ce serait mieux. Alors, la cholécystectomie laparoscopique, je dirais que je suis tombé dedans en 1989-90 lorsque je suis venu faire mon apprentissage de certaines techniques auprès du professeur Jean-Gabriel Balik à Saint-Étienne. Et de là, je me suis vite rendu compte que, en fait, la celluliochirurgie qu'on essaie de développer avec beaucoup de difficultés en France était une chirurgie en fait faite pour les pays en voie de développement. Et donc, de 1990 jusqu'à 2001, nous avons combattu pendant 10 ans pour expliquer à tout le monde qu'il fallait cette technique en République du Mali. Pendant ce temps, j'ai continué à venir en France toujours pour rester au contact de la technique grâce au professeur Balik et au professeur Périssa. Et en 2001, nous avons pu donc acquérir une colonne de celluloscopie par un don de l'ambassade de France à Bamako. Et le symposium de mars 2001 a donc permis de montrer donc au corps médical malien et aux décideurs maliens que la laparoscopie était possible au Mali. Et notre première cholécystectomie en live a été pratiquée par le professeur Jean-Gabriel Balik, qui était d'ailleurs une cholécystite effroyable, une vésicule scléro-atrophique, que tout le monde pensait que ça finirait par une conversion. Mais cela n'a pas été le cas. Et depuis, donc, je dois remercier le journal de celluliochirurgie avec M. Estou, qui, sur un geste de solidarité extraordinaire,
a accepté d'accompagner l'introduction de la cellulose-chirurgie au Mali en nous aidant à organiser un compagnonnage entre les équipes françaises, les équipes européennes, qui sont revenues régulièrement, équipe complète, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, nous aider donc à mettre en place notre équipe de cellulose-chirurgie. Donc, en 2001, j'étais le seul chirurgien formé. En 2002, un second chirurgien du service a été formé. Donc, nous sommes devenus 3 chirurgiens en 2004. Et à partir de là, nous avons continué la formation par compagnonnage dans le service. Et aujourd'hui, il y a 10 chirurgiens bien entraînés à la technique laparoscopique dans le service. Mais en 10 ans, il y a sur le Mali et l'Afrique francophone, parce que beaucoup de chirurgiens et d'étudiants en chirurgie donc, sont passés dans le service, il y a actuellement une bonne centaine à 120 chirurgiens qui sont maintenant initiés à la chirurgie celluloscopique. Donc, le but de notre étude, ce sera donc de faire l'évaluation de la cholécystectomie laparoscopique dans le service de chirurgie A au CHU du Point G. Les 2 photographies en bas sont des vues de notre service en 2001 et jusqu'à nos jours. Et la photographie du haut est le centre de l'apprentissage donc de la technique de cellulose-chirurgie qui se développe donc avec une certaine régularité satisfaisante dans notre pays. L'étude a concerné donc 340 patients qui ont tous été opérés par voie laparoscopique pour lithiase vésiculaire symptomatique, donc par une équipe composite de chirurgiens seniors et juniors, et aucune vésicule depuis l'introduction donc de la colonne de Sulio n'a été faite par laparotomie première. S'il y a eu laparotomie, c'est toujours donc à la suite d'une conversion. Nous avons étudié l'âge des malades, les difficultés techniques, la durée d'intervention, la morbidité et la mortalité, le séjour hospitalier. Donc, sur ces 340 cholécystectomies laparoscopiques, qui ont constitué 25% de toutes nos interventions de cellulose-chirurgie, l'âge moyen a été de 45 ans, avec des extrêmes de 8 à 80 ans. Le sexe féminin était prédominant. Et nous avons donc eu 333 patients avec des vésicules symptomatiques, 7 avec des vésicules non symptomatiques, on verra plus tard pourquoi. Et sur nos patients, il y avait des patients qui avaient une affection particulière en Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient, la drépanocytose. Et nous avons eu 23% de nos patients qui avaient cette drépanocytose qui est une cause favorisante de lithiase vésiculaire biliaire grave avec souvent des complications mortelles. Nos données péropératoires, vous allez vous rendre compte que la lithiase vésiculaire simple, c'était 219 cas, c'est-à-dire des vésicules sans particularité anatomique, sans adhérence, parois fines. Et la plupart du temps, par contre, nous avons eu des cholécystites aigus à plusieurs reprises refroidis par des médecins, qui sont devenus des cholécystites donc chroniques de ce fait, et qui sont des vésicules tout à fait différentes de ce qu'on peut voir ici en Occident, parce que souvent, il y a tellement d'adhérence qu'il est difficile même de reconnaître le triangle de Callot. Et c'est sur ce genre donc de vésicules que nous avons dû travailler avec des équipements d'une qualité qui est vraiment très loin de ce que vous pouvez avoir ici. Mais nous avons quand même pu réaliser 80% de cholécystectomie rétrograde, 20% rétrograde, et notre durée moyenne d'intervention était de 66%, conversion 18 conversions, et qui faisait 5%. Les conversions donc étaient certainement la plupart du temps liées à des difficultés techniques dues aux adhérences ou à des difficultés liées à une complication péropératoire comme une blessure de l'artère cystique ou des hémorragies importantes au niveau du lit vésiculaire.
Les résultats, les suites sont simples, 320 cas simples, et nous avons eu des complications post-opératoires qui sont surtout le fait de complications médicales liées la plupart du temps à la drépanocytose, où nous avons donc sur les 18 cas de complications, donc 15 patients graves, et sur ces 15 patients, nous allons avoir 2 mortalités. Nos résultats à distance, c'est que nous remarquons surtout que nous n'avons aucune éventration, aucune infection du site opératoire, et ce qui nous amène donc à dire que dans notre pratique, nos résultats sont comparables à la littérature, mortalité, morbidité faible, un taux de conversion de 5% et des difficultés opératoires qui nous ont fait adapter une règle dans le service, c'est que lorsque la procédure n'avance pas pendant 30 minutes, on convertit. La conversion n'est pas un échec, c'est une prudence. Donc, nos difficultés opératoires, c'est la qualité des instruments, les cholécystites chroniques, comme je l'ai dit tantôt, et nous pensons que si nous pouvions disposer de cholangiographie péropératoire, je pense qu'on ferait beaucoup moins de difficultés opératoires ou les 2 plaies de la voie biliaire que nous avons eues seraient certainement évitées. Un mot de la drépanocytose, qui a une prévalence de 13% au Mali, qui provoque une hémolyse chronique et qui est source de complications post-opératoires graves. Nous avons eu 2 mortalités post-opératoires par insuffisance rénale aiguë chez ces drépanocytaires homozygotes et qui nous font poser, nous, maintenant, la question de dire est-ce que chez ces patients, la drépanocytaire, il ne faut pas faire plutôt des cholécystectomies avant la lithiase vésiculaire symptomatique. Nous avons en ce moment une étude prospective qui est là-dessus et nous pensons en 2015 que nous pourrons répondre avec cette question qui pose beaucoup de polémiques dans la région africaine. Pour conclure, je dirais que... j'aurais pu... Donc, il y a des avantages de la cholécystectomie laparoscopique dans les pays en voie de développement. Absence de douleur importante. Nous utilisons le paracétamol, palier 1 de l'OMS. Il n'y a pas de suppuration, il n'y a pas d'éventration dans notre expérience. Le séjour est court et la reprise précoce des activités est la règle. Et vous voyez par exemple ce que la cholécystectomie laparoscopique a permis chez nous, où il n'y a pas d'assurance maladie. Sur la photo de gauche avant cholécystectomie laparoscopique, on faisait des laparotomies, ça coûtait cher. Le malade ne pouvait pas souvent se payer des conditions confortables, si on peut appeler ça déjà confortable d'hospitalisation. Et avec la laparoscopie, voilà, l'argent qu'il paye est beaucoup moins important que lorsqu'il est opéré par laparotomie et ça lui permet de prendre une chambre confortable à l'hôpital, de rester moins longtemps, de dépenser moins d'argent et donc ceci a convaincu les autorités maliennes et voilà l'évolution de 2001 où on avait un bloc opératoire, une salle d'opération presque rudimentaire et que maintenant en 2014, voici la salle d'opération qu'on vient donc de nous offrir. Donc en conclusion, la cholécystectomie laparoscopique doit être le gold standard dans les pays en voie de développement. Il doit être largement diffusé, c'est ce que nous avons commencé au Mali. Mais la rigueur et le compagnonnage sont essentiels parce que dans nos pays, un accident a vite fait de tuer complètement la méthode. Mais nous pensons aussi que nous pourrons améliorer notre pratique grâce à l'introduction de la cholangiographie péropératoire bientôt et au traitement de la lithiase de la voie biliaire principale qu'on pourrait faire par scolioscopie ou par endoscopie. Voilà, je vous remercie. Alors la discussion va être faite par Jean-Gabriel Balic, à qui je donne la parole. Donc je voudrais féliciter Djibril de ce travail qui reflète 15 ans d'acharnement pour arriver à mettre au point cette technique qui au départ paraissait incompatible avec son développement dans les pays en voie de développement. Et pourtant, elle a tous les avantages. Il y a moins d'agression, il n'y a plus de complications pariétales, il n'y a plus de suppuration, les malades retrouvent une activité très rapide, et donc c'était l'idéal. Et il a fallu 10 ans avant de réaliser cette première cilioscopie.
Et c'est grâce à son dynamisme, son acharnement, et aussi sa gentillesse et sa collaboration avec nous en France, et notamment les chirurgiens français, belges, italiens, emmenés par Edmond Histour. Là, je crois qu'il faut féliciter Edmond Histour, qui était le maître qui l'a accompagné et qui a permis un compagnonnage pendant plusieurs années en passant des séjours régulièrement. Et le déclic a été deux autres éléments, le don par l'ambassade de France de la première colonne de cystoscopie en décembre 2000 et l'organisation du premier congrès qui a permis de sensibiliser les politiques à l'intérêt de cette technique dans ces pays par la réduction des coûts et des complications. Et c'était le starter. Et Djibril rappelait la première vésicule que j'ai fait, c'est pas du tout le même malade qu'on a ici, c'était extrêmement difficile et c'est pas du tout le même malade. Deuxième chose, c'est que 3 ans après, le deuxième congrès qu'il a organisé, c'était les élèves de Djibril qui opéraient en direct, ce qui montre le rôle qu'il a eu comme enseignant. Et donc le deuxième commentaire, c'est la qualité des résultats obtenus en termes de mortalité, morbidité, même de conversion. Quand on sait qu'il a appris à ses élèves, donc il y a une courbe d'apprentissage qui n'a entraîné aucune complication, contrairement à ce qui peut se passer en France, grâce à sa rigueur et son aide. Et la deuxième raison aussi, c'est que les difficultés opératoires sont difficiles, anatomiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, et malgré ça, le taux de complication est très faible. Et donc je crois qu'il faut qu'on le félicite de la rigueur de ces résultats. Enfin, je poserai une question, c'est 2 questions. Où en est le développement de cette technique en dehors du point G, en dehors de Bamako et également dans les pays limitrophes, car il a créé un centre d'entraînement de cystoscopie pour justement diffuser cette technique dans les autres pays, dans les autres régions d'abord, d'autres pays. Et enfin, comment a-t-il fait pour se passer des instruments à usage unique? Merci. Donc, la première question, c'est que Bamako a la chance d'être en position centrale, donc parmi les pays d'Afrique francophone, et que c'est une ville donc qui n'est pas chère, et qu'aussi la faculté de médecine de Bamako donc est ouverte à toutes les nationalités d'Afrique francophone. Donc c'est ainsi que donc dans le service j'ai eu des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, des Gabonais. Et grâce à ça, on a pu donc former à la chirurgie beaucoup de ces jeunes qui sont maintenant donc au Gabon, au Cameroun et tout ça. Et en plus, c'est que dans le service, nous avons une manière de faire le compagnonnage qui fait qu'il y a beaucoup d'humilité chez les apprenants. Je pense que c'est dû au fait que lorsqu'on voit le chef de service apprendre des techniques avec un chirurgien qui est venu de France ou de Belgique ou de Suisse, en pensant à M. Gavami, alors on se dit, si le patron lui-même se met en position d'apprentissage, alors qui d'autre peut refuser? Donc je pense que ceci est très important. Et ensuite, les anesthésistes aussi qui ont vite compris que le compagnonnage n'aggravait pas tellement la durée de l'intervention, puisque ensuite, eux, ils gagnaient en repos dans les suites opératoires simples et tout. Donc ils nous ont permis de faire un compagnonnage particulier parce que nous n'avons pas de laparo-traîneur, nous n'avons pas... Donc, le chirurgien apprenant reproduit le geste du senior. Mais c'est le senior qui garde tout sous contrôle parce qu'il a le bistouri électrique, il a la pédale, donc l'autre ne peut pas. Ensuite, dans une deuxième étape, lorsque le junior va tout seul faire, mais aidé par un senior, il est obligé de parler chaque fois avant de faire un geste. Donc on peut l'arrêter et c'est comme ça donc que nous avons pu mettre un compagnonnage sûr qui a donc pratiquement éliminé les accidents de la courbe d'apprentissage. Et aussi, nous ne faisons que de l'open cellulo, ça évite aussi les accidents d'introduction du premier trocar, parce qu'au Mali, on attendait le premier incident et la méthode était morte. Donc aujourd'hui, à Bamako, on a une dizaine donc, de colonnes de cellulochirurgie. Au point G, il y en a chez les gynécologues, l'urologue, parce que même grâce à la chirurgie digestive, donc tout le monde s'est mis à la chirurgie donc endoscopique. Maintenant,
on fait donc la chirurgie endoscopique en neurologie, on le fait en gynécologie, on fait en chirurgie digestive. Il y a un nouveau CHU qui vient d'être créé, l'hôpital du Mali, où on a aussi donc mis en place une colonne de Surio. Et le service fait du compagnonnage à l'intérieur du Mali, dans les hôpitaux régionaux, et nous nous déplaçons avec, c'est pas de la publicité pour Source, mais la colonne de Source est très robuste. Nous la mettons sur le toit d'une 4x4 avec sa coursive, et on fait 600 km pour aller faire donc des séances de celluliochirurgie chez nos anciens élèves qui sont installés donc dans les hôpitaux régionaux qui appartiennent à l'État. Et ça permet donc, parce qu'au Mali, en fait, il y a le gouverneur de la région qui est, je crois en France, ça doit correspondre au préfet. S'il n'est pas convaincu de quelque chose, ça ne se fera pas parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration. Donc là, nous venons avec la colonne, on travaille, il voit les résultats et ensuite après, donc l'hôpital peut être doté de colonnes. Donc actuellement, il y a Caille, Ségou, Sikasso, donc qui sont sur la liste pour être équipés après Bamako. Donc en tout, en 2015, il y aura à peu près une vingtaine de services qui feront donc de la celluliochirurgie donc au Mali. Maintenant, les instruments à usage unique, nous avons la chance que le législateur n'est pas derrière nous. L'usage unique, je dois dire que nous ne connaissons pas, ça n'existe pas. Donc nous réutilisons le matériel à usage unique, nous mettons à stériliser dans le Céranos. Et donc, mais je dois dire que il faut, lorsqu'on dit sur la notice que le temps de présence dans le Céranos doit être de 20 minutes, nous avons décidé de faire tout le temps 1 heure. Et qu'ensuite, après, c'est relavé à l'eau stérile. Donc, comme ça, on n'a pas de... Jusqu'à présent, je touche du bois, on n'a pas de problème infectieux. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non. Simplement te féliciter et te dire que tu dois savoir qu'il y a des services de chirurgie en 2015 en Europe où ils ont un taux de conversion de la vésicule plus élevé que les tiens. Ce qui montre bien que ton opinion est traitée, la façon de comment tu as appris, cette façon très maligne de faire du compagnonnage, on t'a donné les résultats que tu as. Je te félicite de tout cœur. Merci. Moi, je voulais revenir sur la cholangiographie péropératoire, qui n'est pas la panacée, qui est à double tranchant. À vouloir à tout prix faire une cholangiographie dans une vésicule, pour enlever une vésicule très inflammatoire avec un pédicule très inflammatoire, on risque de faire des blessures de la voie biliaire qu'on voudrait éviter. Et M. Loy, on a parlé tout à l'heure de M. Moreau et de M. Dubois, dont nous regrettons l'absence. M. Loy disait que quand il y a une trop grande difficulté, on peut abandonner le collet vésiculaire au ras du pédicule quand c'est très inflammatoire. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Merci beaucoup.